Normalisation arméno-turque, négociation ou diktat? Bonsoir, je suis Hasmi Karakelian, bienvenue sur Reopen Media. Nous allons au cœur de ce dossier brûlant. C'est parti. Dans le processus de la normalisation des relations arméno-turques, qu'en est-il de la reconnaissance du génocide des Arméniens? Qui va porter cette exigence? Le génocide des Arméniens est un crime politique et tant que le coupable n'a pas été puni, la cause arménienne reste non résolue. En Turquie, un seul projet concernant l'Arménie est âprement débattu, ce qu'il appelle le corridor de Zangezur ou corridor de Médian. Le message est clair, satisfaites ses intérêts de Bakou et vous aurez des frontières ouvertes et des relations diplomatiques. Ne les satisfaites pas et vous n'aurez rien. Alors, que s'est-il passé pour qu'à partir de 2023, ce même gouvernement opère un virage à 190 degrés, considérant la question du génocide comme secondaire? La question sarcastique se pose. Le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan devra-t-il lui aussi changer de nom? Quelle réponse le gouvernement arménien peut-il apporter à cette diaspora sur la question du génocide? Un simple « cela ne vous regarde pas », un « donner de l'argent », participer aux collectes de fonds, mais le reste n'est pas votre affaire? Les contacts arméno-turcs montrent des signes d'intensification et l'image est historique. Pour la première fois en 32 ans, un émissaire turc, Serdar Kilic, s'est rendu en Arménie. Il a traversé le pont de Marghara, là même où l'Arménie a construit en 2023 un tout nouveau poste frontière. Une construction qui fait suite à l'accord conclu entre les deux pays à Vienne en juillet 2022. Le pont est donc désormais prêt à accueillir les citoyens de pays tiers et les diplomates. Pourtant, les frontières restent toujours fermées. Pourquoi et selon quels principes? J'y reviendrai un peu plus tard. Revenons d'abord sur cette visite. L'accueil de Serdar Kilic par son homologue arménien Ruben Rubinian a provoqué des réactions aussi diverses que contradictoires dans le pays. Nous avons fait un point de cette visite. Je vous propose de le regarder et revenons sur plateau, ferons une analyse. C'est une image hautement symbolique. L'émissaire turc Serdar Kilic, accueilli à la frontière de Marghara par son homologue arménien Ruben Rubinian, avant de prendre la route d'Erevan. L'envoyé spécial du président turc était en Arménie pour discuter de la normalisation des relations. La veille, dans une interview à l'agence Anadolu, il avait déjà donné le ton, se montrant particulièrement optimiste. Aujourd'hui, les Arméniens ont déclaré être prêts à ouvrir la frontière. Bien sûr, ils ont une attitude positive envers ce qui est bénéfique pour tous. Il y a des travaux techniques à faire, mais en termes d'intention, nous n'avons pas de problème. L'émissaire turc a également noté qu'ils discuteraient ensemble des opportunités et décideraient de ce qui peut être fait pour la vie économique des deux pays, et en particulier de cette région. Selon Serdar Kilic, l'Arménie a toujours eu une attitude positive concernant l'ouverture de la frontière et l'accès à la mer Noire via la Turquie. Cette ligne de communication est particulièrement importante. La ligne de Zangezur est importante non seulement pour l'Arménie et la Turquie, mais aussi pour toute l'Asie centrale et les républiques turcophones en termes d'ouverture de nouvelles opportunités. Conformément aux instructions de notre président, nous souhaitons ouvrir cette ligne à court terme et contribuer ainsi aux économies des deux pays, en particulier au développement d'Igdar et de Kars. Mais la veille, le responsable turc avait aussi parlé du TRIP. Aujourd'hui à midi, Serdar Kilic a publié un message de remerciement pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu en Arménie. Mais cet optimisme officiel n'était pas partagé par tous. Au même moment, devant le siège du gouvernement, des représentants de l'aile jeunesse de la Dashnaktsutun s'étaient rassemblés pour protester contre la visite de l'émissaire turc. Donc, il s'agissait de la 6e rencontre entre les émissaires, mais la toute première à se tenir dans l'un des deux pays. Les précédentes ayant eu lieu en terrain neutre. Selon Ruben Rubinian, la prochaine se déroulera en Turquie. Mais peut-on réellement parler de négociations? Certains turcologues arméniens en doutent. La question se pose, l'objectif est-il vraiment d'établir des relations ou faut-il analyser ces
ces contacts dans le cadre plus large du conflit arméno-azerbaïdjanais. Un mot peine à décrire la situation si ce n'est celui de diktat, des rencontres bilatérales qualifiées d'infructueuses. C'est ainsi que les experts arméniens qualifient le dialogue entre les émissaires Rubinian et Kilic. Que ce soit avec le mont Ararat en toile de fond sous le drapeau turc ou entre les murs de Kremlin, le résultat est le même. Ce soi-disant processus de négociation dure depuis 3 ans, mais nous ne voyons aucun progrès. Et le plus important, c'est que l'on ne sait même pas de quoi ils discutent. Même après cette poignée de main sur le pont de Marghera, aucune date n'est avancée pour l'ouverture de la frontière. Côté arménien, on martèle pourtant depuis 3 ans que le poste frontière rénové est prêt à fonctionner. Alors, de quoi parlent réellement les émissaires arméniens des Turcs depuis 3 ans? C'est la question que se pose tout Arménien doté d'un esprit d'analyse, car le communiqué du ministère des Affaires étrangères publié après la dernière rencontre n'apporte aucune nouveauté. Il se contente de mentionner des accords passés sans jamais expliquer pourquoi il reste lettre morte. À chaque fois, nous avons droit aux mêmes déclarations de service. Les parties ont convenu de discuter. Mais au final, rien de concret ne sort de ces discussions et c'est avec un air de fausse nouveauté qu'est aujourd'hui présenté l'accord sur la restauration du pont historique d'Ani. Pourtant, cette décision entre Yerevan et Ankara remonte déjà à 3 ans. L'annonce a en effet certaine. Quand un Arménien entend restaurer le pont d'Ani, cela provoque immédiatement une émotion positive. C'est un lieu hautement symbolique et sous le coup de cette émotion, on en oublie les autres points, bien plus cruciaux de la négociation. Autre sujet présenté comme une avancée, les discussions sur la réouverture de la ligne de chemin de fer Gyumri-Kars, qui ont en réalité débuté il y a au moins 1 an. Les turcologues arméniens qui suivent de près les médias turcs sont formels. En Turquie, il n'y a aucun dossier discussion sur l'ouverture de cette ligne, ni au niveau politique, ni au sein des experts, ni dans la presse. Si la Turquie était réellement intéressée, cette ligne serait ouverte depuis longtemps et on verrait de vrais travaux, pas une énième rencontre pour discuter de la possibilité de discuter. Car en Turquie, un seul projet concernant l'Arménie est âprement débattu, ce qu'il appelle le corridor de Zangezur ou corridor de Médian, un projet qui suppose la construction d'un chemin de fer de Kars au Nakhitchevan, puis à travers le territoire arménien vers Bakou et l'Asie centrale. Avant même sa visite, l'émissaire turc Serdar Kilic avait d'ailleurs insisté sur l'importance de cette route, non seulement pour l'Arménie et la Turquie, mais aussi pour les républiques turciques d'Asie centrale. Un autre point primordial, la Turquie discute avec Yerevan en se positionnant uniquement du point de vue des intérêts de l'Azerbaïdjan. Le message est clair, satisfaites ces intérêts de Bakou et vous aurez des frontières ouvertes et des relations diplomatiques. Ne les satisfaites pas et vous n'aurez rien. En réalité, la Turquie considère la région comme sa zone d'influence et vise une influence totale pour que tous les processus se déroulent sous le contrôle d'Ankara. Pour y parvenir, le soutien de l'Azerbaïdjan ne suffit pas. Il lui faut un contrôle sur l'Azerbaïdjan, ce qu'elle a obtenu durant la guerre. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est en substance le prolongement de la Turquie dans le Caucase du Sud. Il suffit d'observer ses forces armées, sa structure de commandement, pour comprendre que la Turquie utilise contre l'Arménie la politique du bâton et de la carotte. D'une main, elle frappe, cette main étant l'Azerbaïdjan, et de l'autre, elle vient dire négociant. Elle se présente ainsi à la fois comme partie au conflit et comme médiatrice. Dans ces conditions, peut-on espérer des relations basées sur des intérêts égaux? Évidemment, non.
Pour analyser cette visite et les enjeux complexes qui se cachent derrière, je me suis entretenue avec un observateur avisé de la question, Grigor Amirzayan, journaliste émérite, analyste, caricaturiste et collaborateur du magazine Nouvelles d'Arménie. Pour lui, les récents échanges entre l'Arménie et la Turquie ne sont rien de moins qu'une parodie d'amitié, une mise en scène théâtrale. Nous rejoignons donc Lyon pour écouter l'analyse de Grigor Amirzayan et comprendre pourquoi il qualifie ainsi la visite de Serdar Kilic en Arménie. La semaine dernière, un émissaire turc a posé le pied en Arménie. Quelle est votre réaction face à cet événement hautement symbolique? Alors, la visite de Serdar Kilic en Arménie par le pont de Margara, donc par voie terrestre, comme vous l'avez précisé, c'est une énième étape des relations déjà qui avaient été entamées entre Rubin, enfin le gouvernement Pachinian, et Ankara. N'oublions pas que ces derniers temps, en fait, à l'investiture du président Erdogan, Pachinian avait été à Ankara. Donc les relations, il veut absolument nouer de dialogue avec la Turquie. Et cette arrivée par voie terrestre est une arrivée symbolique, bien qu'un député turc ait voulu que ce point de passage puisse être nommé du nom de Talat Pacha en provocation complète contre les Arméniens, avec un nationalisme, et pas un patriotisme, un nationalisme turc exacerbé. Bien sûr, pour nous, c'est que, comment dirais-je, moi je pense que ce sont des images symboles, mais qui n'affectent pas le peuple arménien, puisque le peuple arménien, face à ces mises en scène, est pratiquement insensible. Oui, pas insensible, on est irrité même de voir cela, parce qu'on sait qu'Ankara, il a déclaré déjà, le ministre Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères de Turquie, a déclaré que la Turquie ne signerait pas d'accord avec l'Arménie de relations diplomatiques et ouverture des frontières avant la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sans doute en 2026 ou sans doute au calendrier grec, puisqu'avec l'Azerbaïdjan du dictateur Aliyev, il faut s'attendre à tout. Donc le gouvernement pachinian essaye de dire que le dialogue est en place et qu'on veut… En fait, c'est pratiquement dans un sens unilatéral. L'Arménie fait des gestes de bonne volonté et la Turquie, bon, lâche Serdar Kilic, mais c'est, comment dirais-je, c'est une parodie d'amitié. La Turquie, pour lier des liens d'amitié, enfin des liens de coopération avec l'Arménie, attend le feu vert de Bakou. Et justement, tout ça, c'est de la mise en scène théâtrale qui nous amuse et qui nous irrite. Tout simplement, moi, je ne prends pas au sérieux ces traversées de frontières à pied, pourquoi pas en avion, pourquoi pas par voie, je ne sais pas, par le train, à Alexandropol, à Gümrü. Moi, je suis très, très sceptique face à ces images. Croyez-vous réellement à une possible amitié entre la Turquie et l'Arménie? D'ailleurs, ce mot amitié avait été utilisé tout d'abord par le président américain Donald Trump. C'était pour le prix Nobel de la paix. Hein. Vous savez, c'est du marchandage de forains. Ce qu'a fait Trump en quelques secondes. On ne fait pas saluer donc un dictateur sanguinaire, criminel de guerre Aliyev, et un Pachinian qui, aux yeux de son peuple, passe pour un traître en quelques secondes. Hein. Ça se fait pas comme ça, la politique. La politique, elle est là. Trump, il est un peu superficiel là-dessus. D'ailleurs, Pachinian a dit qu'il faut une cinquantaine d'années pour mettre en place la confiance entre deux pays. La première des choses, c'est que la Turquie, aujourd'hui, n'a toujours pas reconnu le crime de génocide. On s'entête un petit peu à ce crime de génocide. On dit qu'aujourd'hui, l'Arménie doit vivre. On ne doit pas penser à cela. On doit avancer. On doit penser au futur, au progrès. Mais vous savez, quand à côté de chez vous, vous avez, dans l'habitation juste à côté, un voisin, vous avez un assassin et vous le savez, lui il le sait, mais il dit qu'il n'est pas assassin et qu'il n'y a pas eu de procès, la situation est, comment dirais-je, est ubuesque. Elle est très très compliquée. L'Arménie, pratiquement de façon unilatérale, espère, et alors que du côté d'Ankara, on doit sans doute encore une fois rire sachant que l'Arménie, après la guerre de 44 jours en Artsakh, est dans une situation de faiblesse. Voilà, donc dans ce challenge, dans ces accords, amitié entre guillemets, il n'y aura pas d'amitié entre l'Arménie et la Turquie, il n'y aura jamais d'amitié entre l'Arménie et la Turquie, il y aura sans doute des relations de bon voisinage, mais l'amitié, aujourd'hui, on est très 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 loin de l'amitié, et je crois qu'il n'y aura pas, puisqu'il y a eu un crime en 1915, et qu'il y en aura sans doute d'autres, on l'a vu à Artsakh,
La Turquie a participé au crime contre nos soldats arméniens. Tout ça, c'est pas oublié. Le peuple arménien n'oublie pas. Vous savez, quand le groupe Nemesis a été mis en place, et dans les années 70, des mouvements de revendication arménienne, des mouvements violents sont venus, 70 ans après le génocide des Arméniens. Les Arméniens ont la mémoire longue. Le gouvernement Pachinian, il est là depuis quelques années, depuis 2018. Il passe, le peuple arménien reste. Donc, du coup, dans l'esprit arménien, l'amitié n'est toujours pas installée. Pour de l'amitié, il faut plus que ça. Maintenant, je vous propose de regarder un autre reportage préparé par un jeune journaliste prometteur, Simon Hovhannisyan, sur l'appétit de la Turquie et pas seulement. Le monde est plus grand que 5 pays. C'est le leitmotiv du président turc Recep Tayyip Erdogan, martelé depuis 10 ans pour contester l'hégémonie des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais au-delà de la Turquie, c'est toute une nouvelle catégorie d'acteurs qui bousculent l'ordre mondial, des puissances moyennes ambitieuses et décomplexées qui profitent des rivalités entre les grands pour tisser leur propre toile d'influence. Alors assistons-nous à l'avènement de l'ère de puissance moyenne. Leur montée en puissance va-t-elle créer un monde plus stable ou au contraire un chaos global? Le décryptage, c'est tout de suite. Le monde est plus grand que 5 pays. Depuis 2014, le président turc répète cette phrase, visant directement le monopole des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de la France et du Royaume-Uni. Un message clair, la Turquie, elle aussi, veut sa place à la table des grands. Et elle s'en donne les moyens. Pont entre l'Europe et l'Asie, la Turquie contrôle des routes commerciales et énergétiques vitales. Avec un PIB de près de 1500 milliards de dollars et 85 millions d'habitants, son armée est la 9e plus puissante au monde, la 2e de l'OTAN. Ankara est présente, directement ou indirectement, en Syrie, en Libye, dans le Caucase du Sud et dans une dizaine d'autres pays, et cherche à s'imposer comme médiateur dans les conflits internationaux, notamment en Ukraine, pour asseoir son statut de puissance incontournable. La Turquie ambitionne de devenir cette hégémone régionale qui a une voix qui compte, non seulement dans le monde arabe, mais aussi dans le Caucase et en Europe. D'ailleurs, l'ancien haut représentant de l'UE l'a dit, nous devons prendre en compte que c'est une autre Turquie avec qui il faut désormais compter. Et les États-Unis ont leur allié dans le monde arabe. À leur côté, les Émirats arabes unis. Grâce à leurs immenses ressources financières, ils sont devenus un acteur régional majeur, investissant dans des ports stratégiques de l'Afrique à l'Asie, et se dotant ainsi de leviers sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Abu Dhabi mène aussi une politique multivectorielle. Allié des États-Unis, tout en approfondissant ses liens avec la Chine et la Russie et jouant un rôle de médiateur efficace, que ce soit pour les échanges de prisonniers russo-ukrainiens ou l'organisation de rencontres arméno-azerbaïdjanaises. Autre géant qui s'éveille, l'Inde. Sa force, c'est son immense potentiel humain. Elle a dépassé la Chine en nombre d'habitants et sa position stratégique. Avec près d'1,5 milliard de personnes et un PIB de plus de 4 000 milliards de dollars, New Delhi entretient des liens étroits avec Washington, ce qui ne l'empêche pas de revendre massivement du pétrole et du gaz russe. Et dans l'ombre des superpuissances, se développent des États plus petits mais dotés de leviers considérables. C'est le cas d'Israël, qui mène à Gaza des opérations qualifiées de génocidaires et bombarde librement l'Iran, une autre puissance moyenne, mais affaiblie par des décennies de sanctions. Si l'on pense que les États-Unis approuvent la politique menée par Israël, ne serait-ce que parce qu'ils sont eux-mêmes la cible des critiques qu'elle suscite, la réalité est à mon sens plus complexe. N'ayant pas d'allié plus fiable qu'Israël dans la région, Washington se résout à consentir à ces agissements, ou du moins à ne pas les entraver. C'est ainsi qu'à l'ombre des grandes puissances, on voit se développer des États plus petits mais dotés de leviers considérables. C'est le cas d'Israël qui, aujourd'hui et sans aucune entrave, mène des opérations qualifiées de génocidaires à Gaza et se permet de frapper Iran. Ce dernier est aussi une puissance régionale mais dont les capacités sont considérablement amoindries par des décennies de sanctions et de pression. Actuellement, dans la grande région du Moyen-Orient, il y a 4 États qui sont considérés comme les plus puissants: l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite et Israël. L'Iran et Israël sont dans des relations hostiles depuis 1979. On peut classer ces puissances non alignées en 2 catégories. Celles qui tentent de s'adapter et celles comme la Turquie qui cherchent activement à étendre leur pouvoir, comme en Syrie, ou en s'imposant comme acteur dominant dans le Caucase après l'agression contre l'Artsakh.
S'asseoir sur plusieurs chaises en même temps dans les relations internationales modernes est quasiment impossible, sauf si vous êtes vous-même un centre géopolitique, ou si vous avez une telle puissance économique que tout le monde a intérêt à avoir des relations avec vous. Dans ce cas, peut-être, il est possible de travailler avec plusieurs centres à la fois. Ces nouvelles puissances moyennes, actives et ambitieuses, créent un réseau complexe d'influence et de dépendance qui rend le monde plus imprévisible. Alors, l'ère des puissances moyennes a-t-elle commencé ? Leur rivalité mènera-t-elle à un ordre mondial multipolaire plus juste et plus stable ? Ou au contraire, provoquera-t-elle de nouveaux conflits régionaux et un chaos global ? Revenons à notre sujet primordial. Une question se pose alors. Dans le processus de la normalisation des relations arméno-turques, qu'en est-il de la reconnaissance du génocide des Arméniens ? Qui va porter cette exigence si les autorités arméniennes elles-mêmes ont commencé, sans le cacher depuis 2023, à reléguer au second plan cet atout majeur de la politique étrangère arménienne? Il faut rappeler qu'à l'été 2023, la déclaration du haut-commissaire pour la diaspora, Zare Sinanian, affirmant que le processus de reconnaissance du génocide est terminé, avait provoqué la fureur, notamment au sein de la diaspora. Car pour l'Arménie, la reconnaissance n'a jamais été une simple question historique. C'est la politique de la Turquie qui consiste à dire « laissons l'histoire aux historiens ». La position de l'Arménie a toujours été l'inverse. Le génocide des Arméniens est un crime politique et tant que le coupable n'a pas été puni, la cause arménienne reste non résolue. Sous les précédents gouvernements, la cause arménienne était une priorité absolue, systématiquement soulevée sur la scène internationale. Le pouvoir actuel, lui, n'aborde plus cette question dans son discours public. À son tour, désormais, la partie turque ne fait même plus sa proposition qu'elle a martelée pendant 30 ans, créer une commission d'historiens pour débattre de la réalité du génocide arménien dans l'intention de mettre en doute son existence. Une proposition toujours refusée par l'Arménie, qui l'a considérée comme une tentative de négationnisme. Mais aujourd'hui, la partie turque n'en parle même plus, car pour le pouvoir arménien actuel, la question du génocide arménien, la cause arménienne n'a plus d'importance. Pourtant, l'Arménie a toujours considéré la reconnaissance du génocide comme un instrument pour renforcer sa propre sécurité nationale. Chaque fois que ce sujet était mis sur la table, l'agressivité de la Turquie diminuait. Certains analystes sont convaincus que si durant les 25 dernières années, la Turquie n'est pas intervenue directement dans le conflit de l'Artsakh, c'est aussi parce que l'Arménie maintenait activement la question de sa culpabilité sur la scène internationale. Pourtant, jusqu'en 2023, la prévention des génocides et des crimes de masse était un pilier de la politique étrangère arménienne. Le pays jouait un rôle actif dans la lutte internationale contre l'impunité pour la vérité, l'éducation et la mémoire des victimes. L'Arménie avait initié et organisé les forums mondiaux contre le crime de génocide en 2015, 2016, 2018 et 2022. Elle collaborait étroitement avec le réseau international GAMMAC, l'Action mondiale contre les atrocités de masse et d'autres plateformes. À l'initiative d'Erevan, plusieurs discussions de haut niveau sur la prévention des génocides se sont tenues à l'ONU avec la participation de spécialistes de renommée mondiale. Cet engagement était incarné au plus haut niveau. Même le tout premier ministre des Affaires étrangères du gouvernement Pachinian, Zorab Mnatsakanyan, en 2019, ce diplomate de carrière, s'était rendu au Rwanda, où il avait déposé une gerbe devant le mémorial du génocide contre les Tutsis. Maintenant, vous voyez sur vos écrans sa visite.
Le génocide des Tutsis avait fait environ 800 000 morts en 1994. Là-bas, il avait non seulement condamné le génocide contre les Tutsis, mais il avait aussi rappelé l'importance de la reconnaissance et de la condamnation universelle du génocide des Arméniens. Écoutons un extrait de son discours que j'ai retrouvé sur le site du ministère arménien des Affaires étrangères. Quel était le nombre de victimes du génocide arménien? En 1915, dans l'Empire ottoman, le génocide arménien a commencé selon un plan préétabli dont le but était l'anéantissement de tout un peuple en raison de son appartenance nationale. Et ce sont précisément ces événements qui sont à la base des recherches des juristes et des universitaires, notamment de Raphaël Lemkin, le fondateur et auteur de la Convention sur le génocide, qui a consacré toute sa carrière à l'étude de ce phénomène en essayant de comprendre pourquoi de tels événements se produisent. Plus tard, il a forgé le terme génocide et lui a donné une force juridique. La communauté internationale a adopté la Convention sur le génocide en 1948, dont la source principale était l'étude du génocide arménien. Savez-vous ce qui est le plus inquiétant? Il y a plusieurs choses. Premièrement, nous avons échoué à reconnaître ce crime. Nous avons échoué à reconnaître le préjudice causé aux générations lorsque la justice est niée. C'est aujourd'hui la 5e génération de survivants du génocide ou de leurs descendants. Nous connaissons la profondeur de la catastrophe du génocide. C'est arrivé aux Arméniens, suivi par l'Holocauste, le génocide au Rwanda. Chaque fois, nous, la communauté internationale, clamons plus jamais ça. Mais ce n'est pas suffisant. Nous nous demandons, adoptons-nous une approche suffisamment sérieuse? Est-ce suffisant? Prêtons-nous une attention suffisante aux signes avant-coureurs de tendances génocidaires qui peuvent être prédits à un stade plus précoce? Utilisons-nous une réponse précoce pour prévenir ou laissons-nous la situation mener à la catastrophe? Ce furent des leçons très importantes et difficiles pour nous. Nous croyons que tous les signes avant-coureurs sont visibles. Les nations et avant tout les États, la communauté internationale ont l'obligation de réagir collectivement aux signes et ne jamais permettre qu'ils atteignent un point où tout le système s'effondre. Jusqu'à ce jour, nous, les Arméniens, sommes confrontés au déni du génocide. Mais nous nous considérons comme des vainqueurs, car nous aurions dû être anéantis de la surface de la Terre. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple confiant, fort et fier de son identité, de son histoire, de sa civilisation, qui a des communautés florissantes aux 4 coins du monde, qui a un État-nation, un pays. Et c'est notre réponse à ce qui était destiné à nous anéantir complètement. L'autre question importante est qu'un génocide nié, le déni de la reconnaissance du génocide, le négationnisme, est très douloureux et hante les générations. C'était donc pas une simple visite de touristes au Rwanda et les déclarations qui ont été faites n'avaient rien d'amateur. C'était la parole du chef de la diplomatie arménienne, l'homme qui mettait en œuvre la politique définie par Nikol Pachinian. Les mots d'un diplomate qui ne sont jamais choisis au hasard. Alors, que s'est-il passé pour qu'à partir de 2023, ce même gouvernement opère un virage à 190 degrés? Considérant la question du génocide comme secondaire, jusqu'à la reléguer hors de son agenda officiel. Qu'ont-ils bien pu négocier à huis clos lors de ces 4 rencontres qui se sont toutes tenues en 2022? Une à Moscou et 3 à Vienne. Impossible de l'affirmer avec certitude, mais la chronologie des faits pose question. Concernant la reconnaissance internationale du génocide arménien, comme vous pouvez le supposer du fait que je ne l'ai pas mentionné séparément en énumérant les priorités, ce n'est pas notre priorité numéro 1. Et l'étude des événements tragiques de l'histoire, du génocide arménien, ou en faire une priorité numéro 1, n'est assurément pas à l'ordre du jour du ministère des Affaires étrangères. Alors, comment expliquer ce revirement radical? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, lui-même nommé par un premier ministre historien et ancien chercheur au mémorial du génocide, déclare-t-il aujourd'hui que la reconnaissance du génocide n'est plus une priorité? Car, il faut le rappeler, c'est avec cette promesse que le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir en 2018 comme en 2021. Cette déclaration contredit non seulement leurs promesses électorales, mais aussi les textes fondateurs de la République d'Arménie. La déclaration d'indépendance elle-même engage l'État à poursuivre et soutenir ce processus de reconnaissance. Alors, que s'est-il passé? Pour expliquer un tel reniement, 2 hypothèses, soit
une forte pression extérieure, soit un marché passé avec la Turquie. L'idée serait de faire une concession symbolique majeure, l'abandon de la cause arménienne, en échange de quoi? L'ouverture au moins partielle de la frontière, une promesse faite par Ankara il y a déjà 3 ans et qui n'a toujours pas été tenue. Passons à un autre sujet. À partir du 1er novembre 2025, le tampon d'entrée et de sortie de l'Arménie sera désormais sans l'image du mont Ararat. Le gouvernement arménien a pris cette décision à la veille de la visite en Arménie de l'émissaire d'Erdogan, Serdar Kilic, en secret, loin de l'oreille du public, dans le cadre des questions non rapportées. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a commenté ainsi leur démarche de retirer l'image de l'Ararat. Je cite: « Imaginez, vous avez une propriété avec des frontières légitimes reconnues par le cadastre, mais chez vous, vous gardez une photo qui symbolise que votre voisin n'est pas le propriétaire légitime de son terrain. Et chaque année, vous en ravivez les couleurs. » Regardons le reportage préparé par mon collègue Simon Hovhannisyan. Derrière moi, le mont Ararat, l'un de nos symboles nationaux et religieux. Son image, que vous voyez ici sur les tampons d'entrée et de sortie du territoire arménien, disparaîtra à partir du 1er novembre. Selon les autorités, le retrait du mont Ararat de ces tampons s'inscrit dans l'idéologie de l'Arménie réelle. Une logique difficile à suivre quand on sait qu'une pièce de monnaie récemment émise par l'Arménie représente une peinture d'Aïvazovski avec l'Ararat en toile de fond. Or, Aïvazovski n'a vécu ni dans l'Arménie historique, ni dans l'Arménie réelle. La décision, adoptée par le gouvernement sans débat public, est justifiée par les services de sécurité nationale comme un simple changement technique. Il s'agirait de réduire les risques de contrefaçon et d'améliorer la lisibilité. Étrangement, c'est le nouveau ministre du Travail, Arsène Torassian, qui a assumé la lourde tâche de défendre cette décision, bien que son ministère n'ait aucun lien avec les tampons de contrôle aux frontières. Les justifications de cette décision sont très simples. Les tampons ont été mis en conformité avec les exigences modernes du passage aux frontières, ainsi qu'avec l'idéologie de l'Arménie réelle. Visuellement, la différence est frappante. L'Ararat a disparu, tout comme la mention « point de contrôle et de passage ». Pour le ministre, il ne s'agit que d'une nouvelle attaque informationnelle de l'opposition. Mais pour ses détracteurs, le symbole est désastreux. C'est une nouvelle tentative d'effacer, de faire oublier l'histoire arménienne. Pour faire oublier, il faut que l'œil ne voit plus. Le but est de l'éloigner de l'esprit et du regard, pour ne plus lire, ne plus se souvenir. Progressivement, on assiste à la mancourtisation de notre peuple. C'est un programme de perte de la mémoire. Une décision qui a provoqué un immense enthousiasme dans la presse et sur les réseaux sociaux turcs. La chaîne NTV souligne que cette mesure intervient dans le contexte de la normalisation des relations avec la Turquie. Le journal Haberset, lui, va plus loin. Le gouvernement arménien, qui avait donné son feu vert pour le corridor de Zanzezur reliant la Turquie au monde turcique, renonce maintenant à sa revendication sur le mont Ararat. Un argumentaire qui trouve un écho au sein du pouvoir arménien. Pour le député Arthur Hovhannisyan, les symboles de l'État doivent éviter d'envoyer. Pour le pouvoir en place, la décision est une question de cohérence étatique. Le tampon de passeport doit refléter les symboles de la République d'Arménie actuelle. La République d'Arménie se base sur ses symboles d'État. Et le tampon qui est apposé dans les passeports doit exprimer le symbolisme de l'État de la République d'Arménie, ses symboles officiels, et donc être également dépourvu de symboles émotionnels. Il y a 2 ans, le Premier ministre Nikol Pachinian déclarait « Tous nos problèmes se situent entre l'Ararat et l'Aragats, entre le rêve et la réalité ». Ironiquement, le logo de son propre parti politique semble justement s'inspirer de la silhouette de ce rêve, le mont Ararat. Pour justifier sa position, le Premier ministre prend l'exemple des relations de voisinage. Imaginez que vous ayez un territoire légitime, défini par le cadastre, mais que chez vous, vous gardiez une photo qui symbolise que votre voisin ne mérite pas ce qu'il possède et que chaque année, vous raviviez les couleurs de cette photo. Mais pour le docteur en philologie Aykadzun Alvertian, l'Ararat a toujours été en Arménie. Pas à l'intérieur de l'État actuel, mais bien comme une partie de l'Arménie orientale. Et il n'y a rien de mal, selon lui, à se souvenir qu'il existe une patrie qui fut un jour la sienne.
Le peuple arménien s'est toujours rassemblé autour du mont Ararat. Même lorsqu'il perdait sa souveraineté, l'espoir de la restaurer est toujours resté lié à lui. Plusieurs fois au cours des siècles, nous avons perdu notre royaume et nous nous sommes toujours reconstruits autour de l'Ararat. Aujourd'hui, on nous prive de cette perspective. Il se souvient de l'année 2008, quand avant un match de football contre la Turquie, l'image de l'Ararat avait été retirée du logo de l'équipe nationale. Pour le docteur Albertian, un peuple qui renonce à son histoire n'a ni avenir, ni même de présent. Mais il en est convaincu, il sera impossible d'effacer le mont Ararat du cœur et de la mémoire des Arméniens. Simon Ovanissan, Levon Voskanian, Riopen Media. L'argument avancé pour justifier le retrait du mont Ararat des symboles arméniens, celui d'une menace territoriale pour ses voisins, est-il recevable sur la scène internationale? La réponse, quand on regarde au-delà du Caucase, est un non catégorique. Partout dans le monde, des nations affirment leur identité en intégrant dans leurs symboles officiels des éléments de leur patrimoine qui dépassent leurs frontières actuelles. Et jamais, ou presque cela, n'est interprété comme un acte d'agression. Quelques exemples suffisent à le démontrer. Prenez la Suisse, son passeport qui est un véritable ode aux Alpes. Pourtant, personne à Paris, Rome ou à Vienne ne considère ces images comme une tentative d'annexion du Mont Blanc ou des Dolomites. Les Alpes sont un héritage partagé, un symbole culturel qui transcende les frontières. Regardez maintenant l'Irlande. Dublin utilise officiellement des symboles liés à la province historique de l'Ulster. Aujourd'hui, en grande partie sous souveraineté britannique. Est-ce que Londres y voit une déclaration de guerre? Absolument pas. C'est la reconnaissance d'une histoire commune, d'une culture qui ne s'arrête pas à la frontière politique. Allez jusqu'en Estonie, le blason national arbore fièrement 3 lions danois, héritage d'une conquête du XIIIe siècle. Imaginez-t-on Copenhague s'inquiète de possibles revendications territoriales estoniennes? L'idée est absurde, c'est un clin d'œil à l'histoire, pas un plan de bataille. Ces exemples prouvent une chose, la distinction entre héritage culturel et revendications politiques est une norme diplomatique bien établie. Présenter le mont Ararat, symbole biblique et identitaire pour tous les Arméniens, comme une menace territoriale pour la Turquie est donc un argument qui ne tient pas la route face à la pratique internationale. Il relève davantage d'un prétexte politique que d'un principe de droit ou de diplomatie. Mais cette décision n'a rien de surprenant pour beaucoup d'observateurs. C'était au contraire une étape prévisible. Le gouvernement arménien a commencé à effacer le mont Ararat de ses symboles officiels en commençant non pas par le blason national, mais pour l'instant par les tampons de passeport. On ne sait pas s'ils l'ont fait de leur propre initiative ou sur la proposition de la partie turque. Dans l'Arménie réelle, comme le dit souvent Nicole Pachinian, ce n'est pas la première fois que la montagne sacrée d'Ararat est aliénée et reniée. Le symbole le plus répandu, le plus connu au monde et le plus profond de l'identité nationale arménienne est considéré comme dangereux par ses pouvoirs et a été de facto déclaré comme une menace pour l'agenda de la paix. L'ironie est tragique. Le pouvoir arménien qualifie désormais de menace pour la paix le symbole même pour lequel le monde entier identifie l'Arménie et pendant que le nom Ararat reste omniprésent dans la vie quotidienne du pays, la question sarcastique se pose. Le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan devra-t-il lui aussi changer de nom? Pour beaucoup d'analystes, le pouvoir arménien s'apprête à céder à une exigence turque vieille de plusieurs décennies. Une victoire diplomatique pour la Turquie obtenue, selon ses détracteurs, sans la moindre concession de sa part. Si nous sortons du champ émotionnel de cette question, nous devons constater que le pays renonce à ses symboles nationaux parce qu'il a décidé de normaliser ses relations avec ses voisins. Certains
Certains turcologues arméniens sont convaincus que si l'image du mont Ararat est retirée du tampon d'entrée du pays, ce pouvoir s'attaquera inévitablement au blason de l'Arménie et que s'ils parviennent à être réélus en 2026, ce sera la prochaine étape. Le mont Ararat, en tant que symbole collectif de l'arménité, a toujours préoccupé la Turquie sur le plan politique et a créé un complexe politique. Tout le complexe lié au retour des territoires de l'Arménie historique s'est concentré autour de l'Ararat. De l'Arménie soviétique aux années 90 avec l'Arménie indépendante. La Turquie a constamment lutté pour retirer le mont Ararat de la symbolique arménienne et c'est la complexe de cet État et de sa société qui a trouvé sa place dans leur politique étrangère. Et maintenant, il semble qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Revenons aux analyses de Krikor Amirzayan. Monsieur Amirzayan, le mot Ararat va disparaître des tampons de passeport arménien. Une décision prise juste avant la visite de l'émissaire turc, mais annoncée juste après son départ. La justification officielle est qu'il s'agirait d'une menace perçue par la Turquie sur son territoire. Ma question est simple. Que pensez-vous non seulement de cette visite, mais surtout de son timing et de l'explication avancée? N'est-ce pas là une concession faite sous pression? Il n'y aura plus le mont Ararat. C'est quand même, c'est une petite chose, mais c'est une grande chose. Encore une fois, un symbole qui disparaît. Et moi, je veux dire à ce rythme-là, Pachinian va nous imposer à enlever des armoiries de la République d'Arménie le mont Ararat et l'Arche de Noé au-dessus. Parce que tout ça, c'est en Turquie et les Turcs ne veulent pas que l'Arménie ait sur ses armoiries, enfin son écusson, le mont Ararat. Et ils arriveront à ce rythme-là avec Pachinian qui est prêt à tout pour... en fait, ils bradent tous les symboles de l'Arménie. Et les Turcs qui ont la Lune, bon, ça c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Victor Parsoumian qui avait dit, ou un astrophysicien arménien, un diplomate turc, qui disait, mais vous avez le mont Ararat sur vos armoiries, à l'époque de l'Arménie soviétique déjà, hein, il y avait le mont Ararat dessiné par Mardiros Saryan. Donc, le diplomate, l'Arménien a dit au diplomate turc, mais vous avez bien la Lune. Et la Lune ne vous appartient pas. La prochaine étape, les armoiries. Mais bien évidemment, tout ça, c'est une chaîne. Et les Turcs ont compris qu'avec Pachinian, tout était possible. Voilà, dans cette chaîne. Après la défaite, hein, je dirais, le point de départ, c'est quand même la défaite de la guerre de 44 jours en Assad, où l'Azerbaïdjan a gagné le Pakistan, oui, grâce à de nombreux peuples, les djihadistes syriens. Mais cette défaite des Arméniens fait qu'aujourd'hui, Pachinian est prêt à concéder tout. Voilà. Et il parle toujours, encore une fois, des 29 743 km². C'est un chiffre qui est faux. Il faut le diminuer à bien moins que ça, puisqu'il y a des zones qui sont occupées aujourd'hui par l'Azerbaïdjan, pas loin de Tchermouk, pas loin dans la région de Keralkounik, et ils s'en iront pas. De toute façon, ils ont même fait des fortifications. Et pour le traité de paix, pour justement la signature du 8 août dernier à Washington, il n'a pas été question de ces territoires-là. Hein. Il a été, et même pas des prisonniers, des 23 prisonniers politico-militaires de l'Assar détenus à Bakou. Si après, dans une autre discussion séparée, Trump a dit, moi je ferai tout, je vous les ferai libérer. Mais Trump, il dit quelque chose, le lendemain, il dit le contraire, vous savez. Voilà. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas l'Arménie. D'ailleurs, l'Arménie, le nom de l'Arménie, il s'est trompé 2 fois, il a appelé l'Albanie. Trump, ce qu'il veut, c'est son prix Nobel de la paix. Voilà. Et l'Arménie, il n'en a rien à faire de l'Arménie. À part qu'il y a 1,5 million, 2 millions d'Arméniens aux États-Unis, mais Trump, pour lui, c'est un détail. Lui, il veut faire du business et avoir son prix Nobel de la paix. Mais, quand même, dans cette question-là, heureux que, quand même, les États-Unis s'intéressent à l'Arménie, au Sud-Caucase. Vrai ou faux, en tout cas, ils s'intéressent. Voilà. L'intérêt des Américains de l'Occident dans cette région du Sud-Caucase, ça fait que peut-être qu'aujourd'hui, la voix de l'Azerbaïdjan, en fait, Aliyev, le dictateur, a peut-être aussi les pieds et les poings liés parce qu'il sait que l'Occident est intéressé par cette région pour X, Y raison. Hein. Mais en tout cas, le fait qu'à Washington, ils aient signé un semblant de pré-traité de paix, en fait, d'accord, je pense malgré tout, il y a du côté négatif, mais le côté positif, c'est que les États-Unis s'intéressent à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan.
En tant que descendant des survivants du génocide arménien, quelles émotions ressentez-vous face à la politique actuelle d'Erevan qui semble vouloir tourner la page? Vous savez, vous, l'Arménie, vous avez vos problèmes réguliers. Hein, vous êtes sur place et c'est sans doute très, très difficile. Nous, en diaspora, on est plus à l'aise. On est dans des pays d'accueil où il y a la sécurité, il y a un certain niveau de vie. Mais bien sûr, quand Nicole Pachinian parle des 29 743 km², en permanence, il martèle ce chiffre. Ce chiffre est faux. Pourquoi il est faux? Déjà, il faut enlever 220 km². Il faut enlever les enclaves toujours occupées par l'Azerbaïdjan. Donc, en fait, il va de l'Arménie réelle, de la République d'Arménie d'aujourd'hui, il oublie tout le reste. L'histoire du peuple arménien, vous m'excuserez, c'est encore plus tout le reste que la République d'Arménie actuelle. 90% de nos territoires et puis de notre histoire. Le dernier royaume arménien, c'était Ani, donc de l'autre côté. Le mont Ararat est de l'autre côté. Il dit, ne regardez que du côté de l'Arakat, 4090 mètres. Moi, le mont Arakat, c'est une montagne comme une autre. C'est pas une montagne sainte pour les Arméniens. Par contre, l'Ararat, le grand massif et le petit massif sont pour nous notre identité. J'ai vu hier donc une monnaie arménienne de l'époque de Jésus-Christ, de l'an 0. Ararta, je crois, c'était la pièce de monnaie. Il y avait le mont Ararat, le Poker massif et le grand massif. C'est notre histoire, c'est notre ADN. Et Pachinian veut faire oublier cela. Moi, je suis petits enfants de génocidés du Kharped. En diaspora, 95% de la population sont originaires de l'Arménie occidentale, donc de notre patrie. Et Pachinian dit oublier, ça c'est de l'histoire, c'est dans l'imaginaire. En vous rappelant de cela, vous faites du mal à la République d'Arménie. Moi, je suis un amoureux de la République d'Arménie et je la soutiens à fond. Mais oublier l'Arménie occidentale, nos gènes, notre patrimoine culturel, historique, national, c'est, comment dirais-je, c'est ne plus pouvoir regarder les photos de mes grands-parents, de mes parents. Pour la diaspora, c'est une simple question que Pachinian, en 2 secondes, il veut carrément, il veut qu'on n'existe pas. En fait, la diaspora n'aurait pas existé, ça lui aurait plu, j'ai l'impression. C'est exactement les ordres d'Ankara. Ankara, c'est la diaspora qui gêne. C'est pas tellement la population de l'Arménie. Erdogan a toujours dit, votre diaspora, il faut essayer de la museler. Et Pachinian, par ces méthodes-là, essaye de museler, d'enlever de notre mémoire, de notre ADN, notre histoire, notre patrimoine. Tous les Arméniens ici sont de Malatya, sont de Van, de Kars, de Kharped, de la Cilicie, mais ce sont des régions d'Arménie, aujourd'hui occupées par la Turquie. Bien sûr, il ne faut pas non plus rêver. Ces territoires-là ne reviendront pas facilement auprès de l'Arménie, mais il y a quand même des choses. En oubliant le patrimoine, le passé, on oublie l'avenir de l'Arménie. Voilà. Je pense que l'avenir de l'Arménie, c'est aussi la revendication, pas la haine, une revendication juste pour le peuple arménien, tout simplement. Et là, Pachinian, il n'en veut pas, pour faire plaisir à Aliyev et faire plaisir à Erdogan. Il y a 3 fois plus d'Arméniens vivant en dehors de l'Arménie qu'à l'intérieur de ses frontières. Une diaspora immense dont la grande majorité est composée des descendants des survivants du génocide arménien. Loin de leur patrie, ils vivent en vénérant le mont Ararat. Beaucoup consacrent leur vie à la défense de la cause arménienne et peu importe leur affiliation politique, Ramgavar, Hunchak ou Dashnak, car leurs ancêtres ont tous subi le même sort tragique. Alors la question se pose inévitablement, quelle réponse le gouvernement arménien peut-il apporter à cette diaspora sur la question du génocide? Prenons l'exemple de la France. Plus de 600 000 Arméniens y vivent. C'est en grande partie grâce à leur mobilisation que la France a reconnu le génocide et qu'ils parviennent à maintenir la cause arménienne à l'agenda de nombreux parlements européens. Quelle réponse leur apporter aujourd'hui? Un simple « cela ne vous regarde pas », un « donner de l'argent », participer aux collectes de fonds, mais leur
reste n'est pas votre affaire. Et que pensent de Nicole Pachinian ces Arméniens qui, sans être citoyens de la République, sont profondément préoccupés par l'avenir et la sécurité de l'Arménie? Nous avons recueilli le point de vue personnel du journaliste et analyste Krikor Amirzayan sur le Premier ministre et la politique qu'il mène. Acceptez-vous Nicole Pachinian et comment jugez-vous son gouvernement? J'étais pas foncièrement contre Pachinian, au contraire. Quand il est venu au pouvoir par la révolution de velours en 2018, en mai 2018, on était de tout cœur pour une révolution en Arménie, une révolution de transparence contre la corruption et tous les éléments en fait. Voilà. Mais force est de constater que 7 ans après, on a été en recul. Bien sûr, peut-être la démocratie a avancé d'un pied, encore on n'est pas sûr, mais il y a eu beaucoup de recul au niveau territorial déjà, au niveau de la guerre de l'Artsakh, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Pachinian, chaque jour, il rêve d'une démocratie en plein Sud-Caucase. Il veut plus armer l'Arménie, il veut réduire le service militaire de 24 mois à 18 mois. Il a l'impression que l'Arménie est au centre, en plein cœur de l'Europe, où il n'y a pas d'ennemis tout autour. Aujourd'hui, comment faire confiance à l'Azerbaïdjan? Comment faire confiance à la Turquie? Comment faire confiance même à la Géorgie? J'irai encore plus loin. Quant à l'Iran qui a ses propres intérêts, on est entouré vraiment on est dans une situation difficile, délicate, où sans l'armement et sans l'armée, je ne veux pas dire qu'on fait la guerre, mais on se prépare à la guerre. Pour avoir la sécurité, il faut préparer la guerre. J'ai toujours dit, il faut que l'Arménie s'arme. Or, le budget 2026 de l'Arménie, Pachinian, il veut prévoir la même chose que l'année 2025, donc 1,7 milliard. 1,7 milliard. L'Azerbaïdjan augmente son budget à 5,1 milliards. Donc plus de 5 milliards contre 1,7 milliard. Bien sûr, on n'a pas les mêmes moyens que l'Azerbaïdjan, mais pour l'Arménie, ce n'est pas un luxe d'avoir une armée forte. Ce n'est pas un luxe, c'est même une nécessité, parce qu'on a vu dans le monde turco-azéri qu'aujourd'hui, la voix de la force a toujours parlé plutôt que la voix de la diplomatie. L'Arménie semble dans une impasse entre ceux qui justifient la politique actuelle et ceux qui la jugent pro-turque. Alors, comment analysez-vous la situation? Moi, je pense que l'élection de Pachinian en 2018, c'est beaucoup avec des ONG financées par George Soros. Donc contre Poutine, contre Moscou. Attention, on va vous dire que vous êtes pro-russe. Non, je ne suis pas du tout pro-russe, je ne suis pas pro-russe, mais force est de constater que la Russie est une puissance régionale et que les Américains, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas encore là en présence militaire comme les Russes. Quant à l'Europe, l'Union européenne, il a fait le pari de l'Union européenne. Bien sûr, nous sommes ici dans l'Union européenne en France, on vit plutôt bien. C'est vrai que l'Arménie peut aspirer, avec sa culture occidentale, européenne, l'Arménie peut aspirer à l'Europe. Mais l'Europe n'a pas d'armée. L'Europe fait des promesses, des communiqués. On l'a vu lors de la guerre de 44 jours dans l'Artsakh. Il n'y a aucun soldat sur place qui est arrivé. En Arménie, ça sera sans doute la même chose, parce que l'Europe n'a pas d'armée pratiquement. Voilà. Et Pachinian a fait le pari de l'Europe contre la Russie. On peut avoir des conséquences. Effectivement, Poutine a aussi lâché quand même l'Artsakh, le Haut-Karabakh, on l'a vu, a déçu énormément les Arméniens, a changé de camp stratégique en prenant parti pour l'Azerbaïdjan et la Turquie. Derrière, il avait des affaires avec Erdogan, on le sait, mais plutôt le camp azerbaïdjanais au détriment de l'Arménie. Aujourd'hui, peut-être que les Russes sont un peu refroidis par ces relations entre Bakou et Moscou, on le sait, on le voit, et que l'Arménie était plutôt un allié fidèle, voilà, qui croyait à la Russie, mais je suis ni contre la Russie ni pour la Russie, mais aujourd'hui, il faut forcer de constater qu'au Sud-Caucase, s'il n'y a pas les Russes, ce sera les Turcs. On veut plutôt les Turcs que les Russes. C'est assez, comment dirais-je, c'est assez simpliste comme raisonnement, mais à terme, c'est cela. La Turquie vise le Sud-Caucase pour aller après en Asie centrale. Le pantouranisme, l'ère du pantouranisme, au détriment des Russes. Aujourd'hui, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, une guerre non déclarée, mais une réelle guerre. Et que demain, si cette guerre se termine, peut-être le Sud-Caucase serait encore une fois dans l'intérêt de Moscou. Donc, à voir. Mais moi, je préférerais plutôt avoir des Russes que des Turcs en Arménie. Merci d'être avec nous, Monsieur Amirzayan. Un dilemme géopolitique complexe qui ramène inlassablement l'Arménie à ses fondamentaux. Car la question n'est pas seulement stratégique, elle est existentielle en Arménie. Si l'on enlevait les chansons d'amour, la bande sonore du pays serait presque entièrement dédiée à l'Ararat.
C'est le deuxième thème le plus chanté de l'histoire du pays, omniprésent dans la poésie et la musique patriotique. Et le message que l'on entend en Arménie comme aux quatre coins de sa diaspora est sans équivoque. Les Arméniens veulent la paix, mais pas au prix de leur identité, de leurs droits bafoués, de la destruction de leurs symboles nationaux et de la peur constante de la guerre. Oui, ils veulent la paix. Nous voulons la paix. Comme Krikor Amirzayan, beaucoup ne croient pas à une amitié sincère avec la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Mais cela ne signifie pas qu'ils veulent la guerre, ils veulent une paix digne. Mes mots peuvent sembler contradictoires, mais que peut-on attendre d'un peuple qui, depuis des décennies, chante « voir Ani et puis mourir ». Ani, la capitale aux 1001 églises, joyaux de l'Arménie médiévale. Aujourd'hui en ruine sur le territoire de la Turquie. Un hymne dont les paroles écrites par le poète Hovannes Shiraz ont été mises en musique par un compositeur arménien d'Istanbul, Majak Toshikian. La preuve, s'il en fallait que l'âme d'une nation ne s'arrête pas aux frontières.